Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle série qu'on vous propose sur la chaîne YouTube Raël Francophone. Cette nouvelle série qu'on a intitulée Et alors ? Et aujourd'hui, il nous tenait à cœur d'inviter Jean-Pierre Saunier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Xavier. Jean-Pierre qui est un pionnier du mouvement raélien, qui est là depuis le tout début du mouvement, c'est-à-dire dans les années... Tu es arrivé dans le mouvement en 75 74. 74. Novembre 74. Novembre exactement. 74. Donc tu étais là au tout début. Dans le MADEC. Dans le MADEC à l'époque, ouais. Oui. Et du coup, si on a choisi de t'inviter aujourd'hui, c'est bientôt le 1er mai. Et le 1er mai, le mouvement raélien en profite pour mettre en avant, pour appuyer un pan de l'enseignement, un pan de la philosophie raélienne, tout le pan qui est lié à la société, à la gestion de la société. Certains diront la politique, mais le mot politique, c'est la gestion de la société. Et du coup, Jean-Pierre, en plus de ses activités dans le mouvement, depuis 50 ans, tout juste 50 ans, Jean-Pierre est le responsable de ce qu'on appelle le paradisme, de la diffusion du paradisme en Europe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le paradisme, c'est un mot qui peut intriguer, qui peut interpeller. Est-ce que c'est un idéal spirituel? Est-ce que c'est un nouveau modèle politique? S'il fallait très rapidement, en tout début de ce podcast, résumer le paradisme, ça serait un projet de société radicalement différent, basé sur l'amour, sur le progrès scientifique, sur le partage, sur une guidance éclairée et sur l'épanouissement personnel pour le bien de tous. Alors quand on dit ça comme ça invite au voyage. Et, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube Raël Francophone. Et tout de suite, Jean-Pierre, est-ce que cette définition te va par rapport, si tu avais à définir le paradisme? C'est un modèle de société. Ouais. C'est pas nécessairement un parti politique. Ouais. C'est un modèle de société qui nous est offert par, je dirais, le contenu d'un message qui a été donné en 1973 à Raël, parce qu'il faut le nommer, qui est un modèle qui nous a été offert par une civilisation qui dit « Nous sommes passés par les mêmes étapes que vous lorsque nous avons évolué et progressé ». Alors le sujet c'est ça, parce qu'en fait pour ceux qui nous écoutent, qui par exemple ne connaissent pas le mouvement raélien, pour certains, le mouvement raélien est né de la rencontre d'un homme de la Terre, Raël, avec un extraterrestre en 1973. C'est ça, exactement. Et ces extraterrestres lui ont laissé un message, en fait c'est des préceptes, une philosophie. C'est bien plus que ça, ils nous ont donné en fait la dalle de béton sur laquelle nos pieds peuvent se poser sans s'enliser. D'accord. Ils nous disent, vous ne venez pas du hasard. D'accord. Vous ne venez pas d'un Dieu. Nous avons été créés, vous avez été créés scientifiquement par des êtres venus d'une autre planète, nous. Donc la grande révélation, c'est ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Vous êtes le fruit d'une création scientifique. Okay. Et ça va très loin dans ce message-là parce que ça, c'est le passé. Ouais. On y croit ou on n'y croit pas, peu importe, mais c'est le passé. Mais c'est un passé qui est extraordinaire parce qu'il nous laisse voir notre avenir. Ouais. Si nous avons été créés scientifiquement, c'est pas pour rien. Parce que ces Elohim, ces extraterrestres, ceux qui sont venus du ciel, pensaient, comme nous aujourd'hui, que ils étaient là, quoi. Et puis, ils vivaient leur vie. Et puis, ils ont eu envie d'aller dans l'espace. Il a fallu qu'ils réussissent à passer des règles extraordinaires, des règles universelles. On ne sort pas de son système solaire quand on a les moyens d'en sortir, si on ne maîtrise pas sa violence, sa colère, sa haine, tous les démons qui peuvent nous animer. On ne peut pas sortir de ce système solaire, on s'autodétruit avant. Donc là déjà, il y a une idée forte qui ressort, qui peut dire qui est philosophique, c'est qu'en fait une civilisation qui a une grande avancée scientifique qui lui permet de sortir de son système solaire, comme l'humanité va le faire, on sort de notre système planétaire, mais on sortira un jour de notre système solaire, ne peut pas sortir de son système solaire si elle n'a pas vaincu son agressivité. Sa violence, ses démons, quoi. D'accord. Ça, c'est ce que dit cette civilisation qu'on appelle les Elohim, c'est ça? C'est ce que dit cette civilisation à Raël en 1973. Et ça, c'est un message époustouflant d'avenir, parce qu'il nous montre, rien que par cette phrase-là, allons-nous sortir de notre système solaire ou allons-nous nous autodétruire? Et nous sommes, nous, en plein, aujourd'hui, dans cette situation, dans ce virage extraordinaire qui est
Qu'allons-nous faire de notre science, de notre technologie et de nos politiques? D'accord. Allons-nous pousser l'humanité en dehors du système solaire, entrer dans le cercle des civilisations hautement évoluées de l'espace, ou bien nous allons nous entretuer encore une fois, et puis là, cette fois-ci, avec les moyens dont nous disposons, nous allons disparaître. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent plus que jamais comme à la croisée des chemins, quoi. On sent que l'humanité, l'être humain, on a tout pour se détruire. Hein, on parle des fois de la Troisième Guerre mondiale, ça sera... Je ne sais plus qui c'est qui disait, hein, la Troisième Guerre mondiale sera la dernière, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Parce qu'on aura tout pété. Oui. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. Et donc, cette croisée des chemins entre le fait de pouvoir... On a tout pour se détruire, mais en même temps, la science, la technologie... On a l'impression qu'en fait, on vit une époque formidable où en fait, on peut vivre dans un véritable paradis. C'est ça, en fait. Nous avons tout sur la Terre aujourd'hui. Non, mais on va pour développer créer tout ça. Ouais. un paradis. Tout. Toi, c'est ce que tu dis. Mais je ne suis pas le seul. T'es pas le seul. Des grands philosophes, des scientifiques sont à même de dire aujourd'hui, nos aïeux nous ont amenés à cette époque, grâce à leur progression, leur sagesse, leur amour. Ils nous ont amenés jusqu'ici et ils avaient un avantage énorme sur nous, c'est qu'ils n'avaient pas de moyen de s'autodétruire. Ils avaient des arbalètes, ils avaient des pétards, ils avaient des trucs comme ça quand ils se chicoraient entre eux, mais c'était pas dangereux. Jusqu'à maintenant, il y avait des guerres, il y avait des conflits, mais c'était pas dangereux pour la planète. C'était pas dangereux pour l'humanité, pas du tout. Dans son ensemble. Ouais. Oui. Aujourd'hui, nous avons des pétards qui, quelque part, on en met 3 sur un pays comme les États-Unis, il n'y a plus d'États-Unis. Ah ouais. Ah ouais. Donc, vous voyez, il faut voir qu'on est dans cette époque-là charnière. On est dans le dernier virage le plus difficile à prendre. Il faut le négocier. D'accord. Sinon, si on ne le négocie pas, on rentre la tête dans le mur. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, aujourd'hui, donc là, il y a ce message qui a été donné à Raël par cette civilisation là qu'on appelle les Elohim, qui a on sait combien d'avance ils ont? 25 000 ans. 25 000 ans d'avance. 25 000 ans d'avance. C'est pas rien. Et donc, ils apportent une sorte ils offrent une sorte de bagage. Ils ont un témoignage et un héritage. Ils nous expliquent comment ça s'est passé pour eux. Et il y a une sorte de guidance, en fait, de leur part. Quoi. Absolument. D'accord. Okay. Et ce qui est intéressant, il faut le dire, eux ont entendu, ont compris, ont eu le témoignage qu'ils étaient des créations eux-mêmes. Ils avaient été créés par d'autres êtres qui venaient avant eux de l'espace, qui eux-mêmes avaient été créés par d'autres. Et là, on rentre dans un horizon qui est époustouflant, c'est la notion d'infini. Qu'aujourd'hui, on commence à tâtonner, à bricoler un petit peu scientifiquement, avec beaucoup de prudence et beaucoup d'interrogations, mais on rentre dans cette spirale. Ce n'est pas rien, parce que cette notion d'infini, psychologiquement, va amener l'humanité à aller gagner ce virage ou pas. D'accord. Donc nous, en fait, la civilisation humaine là, sur Terre a été créée par une civilisation extraterrestre, qui elle-même a été créée par une autre civilisation, etc. Donc ça, c'est par rapport au passé. Et par rapport au futur, c'est la même chose. C'est exactement. C'est-à-dire que nous, demain, l'humanité est amenée à créer également... Demandez ça à Elon Musk. Elon Musk, le fameux Elon Musk. Mais oui, son horizon à lui, c'est aller sur d'autres planètes, aller y s'aimer la vie, c'est son rêve. Mais c'est normal puisque c'est écrit dans nos gènes. Les Elohim, quand ils nous ont fabriqués, quand ils nous ont construits, ils nous ont fait à leur image et à leur ressemblance, ils nous ont mis des gènes d'une souche qui était capable... Mais ça fait sens. Ce que tu dis, ça fait tellement sens en fait. C'est extraordinaire. Et là, quand on commence à découvrir ça, il faut qu'on se regarde, nous les humains, plus du tout en chien de faïence. Mais on commence à se dire, on est sur un vaisseau qui s'appelle la Terre, qui navigue dans l'univers à une vitesse fulgurante, et on est ensemble. Alors justement, c'est drôle que tu dises ça, parce que là, on enregistre cette émission, nous sommes le lundi de Pâques, là. Nous sommes c'est le combien, le 20, on est le 21 avril. Et la semaine dernière, c'est pas Elon Musk, c'est Jeff Bezos là, qui avec sa fusée, je sais plus comment elle s'appelle, a envoyé dans l'espace un équipage 100% féminin. Je sais pas si tu l'as vu, là, avec Katy Perry et puis des journalistes américaines et des personnalités américaines. Je sais pas combien elles étaient 5-6 femmes. C'est ça. Moi, quand j'ai vu ça à la télé ou sur Internet, là, quand elles sont revenues sur Terre, je crois qu'elles ont fait un voyage d'une dizaine de minutes. On vous invite, vous qui nous écoutez, allez sur YouTube, tapez Voyage dans l'espace, Katy Perry. C'était que de l'amour, quoi. Elle ne parlait que d'amour. J'ai vu la planète Terre de l'espace.
et c'est que de l'amour. Mais oui. Comme dirait Patrick Sébastien, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Mais ce n'est que ça, puisque nous sommes baignés dans un bain d'amour naturel. Ouais. Donc il y a une conscience à développer, quoi, par rapport à ça. C'est ça. Hein, c'est ça qui est important. Ils nous disent, vous êtes dans un bain d'amour, et les scientifiques aujourd'hui nous parlent de gravitons et autres qui sont en fait des vibrations, quelque chose qui existe, qui est de l'amour. Et nous baignons comme un poisson dans l'eau, dans de l'amour. D'accord. Mais avec la capacité de pouvoir nous remettre en question en permanence. Parce qu'on nous a créés autoreproductibles et, autoprogrammables. D'accord. C'est-à-dire que c'est nous qui nous donnons nos propres programmes. On a la liberté totale, avec la main, de caresser ou de frapper. D'accord. C'est nous de construire. Donc il y a une notion de responsabilisation. C'est-à-dire, tu as les outils pour faire de ce monde un monde meilleur, ou pour en faire, ou pour tout détruire. Parce que justement, tu touches quelque chose d'important. Comme je disais tout à l'heure, aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé sa violence. Ouais. Parce que dès qu'on rentre dans cet espace infini, dès qu'on a été par nous-mêmes autorisés à rentrer dans cet espace, parce qu'on a réussi l'épreuve, progression ou autodestruction, on rentre dans un cercle des civilisations les plus évoluées de l'espace, qui sont toutes pacifiques. Toutes ces civilisations de l'espace qui naviguent dans l'univers sont des civilisations pacifiques parce qu'elles ont passé cette épreuve avec succès. Donc l'idée qu'on voit dans les films américains, enfin pas qu'américains, dans le cinéma, dans la littérature, qu'il y ait des civilisations extraterrestres qui viennent nous visiter, qui sont pas pacifiques, ça c'est faux. C'est du pipi de chat. Tu ne peux pas venir d'un autre système solaire si tu n'es pas pacifique, parce que tu as vaincu ton agressivité. Exactement. Et si tu ne l'as pas vaincu, tu te détruis. Et oui. Donc ça, c'est une règle, c'est un préambule quelque part, quoi. Et oui, une règle, et on va aller plus loin encore. Pourquoi existons-nous? Mais oui, la question, pourquoi pourquoi ils sont venus sur Terre nous créer? En sachant, à l'origine, qu'eux ne savaient pas encore qu'ils étaient des créateurs, qu'ils avaient été créés eux-mêmes. D'accord. Il faut le savoir. Spontanément, ils sont allés dans l'espace créer la vie. D'accord. Sans savoir leur origine. C'est comme un processus naturel. C'est un processus naturel qui est inscrit dans leurs gènes. Et nous avons ces gènes-là, justement, d'aller vers l'espace pour quelque chose, avec l'envie de nous essaimer physiologiquement, normalement, ou scientifiquement. D'accord. Eh bien, posons-nous la question. Pourquoi irions-nous créer de la vie ailleurs? Pourquoi entendons-nous les Elohim nous dire « Vous êtes la conscience de l'infini et vous êtes les outils de l'infini ». Wow! C'est un message qui est d'une puissance extraordinaire. La conscience de l'infini, ça veut dire être capable de se situer dans le temps et dans l'espace. D'accord. De se situer dans les situations qui sont là, savoir comment elles sont. Tu parlais de responsabilité, du jugement qu'on a des situations, de ce que ça implique, de ce que ça apporte, de ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est la conscience. Et puis, les outils. Les Elohim nous donnent une phrase qui est fantastique. Nous sommes capables de bouger les systèmes solaires entiers. Oh. Okay. Scientifiquement, nous sommes capables de bouger les systèmes... Ça nous paraît complètement dingue aujourd'hui. Mais oui. Après, bon... mais ça pose une question. À quoi ça leur sert de bouger les systèmes solaires entiers? Moi, j'ai fait de la médecine pendant très longtemps. J'ai étudié le corps humain. J'ai vécu avec la maladie et autres, des tas de choses comme ça. J'ai soigné des gens. Mais à chaque fois, on m'a toujours dit, il y a le système immunitaire qui est là pour rétablir les équilibres, quand ça se déséquilibre. Et l'humain qui navigue dans l'univers, qui est capable de bouger des systèmes solaires entiers, qu'est-ce qu'il fait? Il est conscient de ce qui se passe dans cet univers. Pourquoi il est là? Peut-être pour être le système immunitaire de quelque chose de l'infiniment grand. Quand il y a un désaccord, un déséquilibre qui se fait à tel endroit, s'ils sont capables d'aller remettre un système solaire à sa place dans les accidents naturels de l'univers, c'est peut-être une des raisons de son existence. D'accord. Je ne sais pas si tu entends l'horizon que ça donne à l'être humain. Mais je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, là, c'est un discours qu'on entend très peu, pour dire quasiment pas, et c'est quelque chose qui fait vraiment voyager, et qui... ça va loin, quoi. Le développement, ça va loin. Mais dans ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est la conscience de ce que je suis. C'est-à-dire que
l'être humain à titre individuel peut prendre conscience de ce qu'il est, de sa place dans sa vie. Et là, on est à l'échelle de l'humanité, quoi. De l'humanité, c'est ça. Quelle est la place de l'humanité? Quel est le sens de la vie de l'humanité, en fait? Oui. À quoi? Des fois, l'être humain peut se poser la question, à quoi sert-il de vivre? À quoi ma vie, ça sert à quoi? Et là, du coup, quand on t'écoute, c'est un petit peu, cette question se transpose à l'humanité, quoi. Oui. L'humanité, pourquoi? Quelque elle est là? part. Pourquoi Elle est là? À quoi sert-elle? Et donc, quand on t'écoute, on comprend à travers ce message, là, venu de cette civilisation, qu'elle ne sert quelque part qu'à perpétuer la vie, c'est ça? Elle qui a été créée et qui continuera à créer la vie. Et de la rééquilibrer quand il le faut. D'accord, ok. C'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, il y a le lien, donc du coup, parce que pour revenir au sujet principal, là, le paradisme, là, ce message qui est donné, quoi, par rapport à, qui, comme on disait, un bagage sociologique, politique. Modèle de société, oui. Aujourd'hui, on le voit bien, mais partout sur la planète, quoi, sur les 5 continents, on arrive, on sent qu'on arrive à la fin d'un système. Concrètement, qu'est-ce que le paradisme offre de plus par rapport à tout ce qui est proposé? Aujourd'hui, nous sommes confrontés dans notre société à 2 courants. Un courant qui s'appuie sur le passé, Ouais, les passéistes, ouais, ils tiennent bec et ongle, ils veulent rester dans ce système. C'est tous les politiciens que nous connaissons là, d'accord. tous ceux qui sont sortis des grandes écoles politiques et autres, Ouais. sociétales, qui s'accrochent à ce passé, qui ne veulent pas de changement. Et puis il y a les futuristes qui sont là en train de dire, mais on peut faire autre chose. Un autre modèle est possible. On a envie d'autre chose. Parce que justement, le sens de la vie aussi, c'est de prendre du plaisir à vivre. Du plaisir à vivre. C'est pas le boulot tous les matins, et puis le métro, prendre du plaisir. D'accord. Ah, c'est un nouveau discours, ça. Ça ne nous est pas beaucoup arrivé d'entendre une société qui nous parle de plaisir. Regardons toutes les religions qui existent. C'est le sacrifice, c'est la douleur, c'est la souffrance et le paradis après. D'accord. Là, aujourd'hui, on arrive à l'époque sans les Elohim. Regardons notre humanité. Elle est en train aujourd'hui de prendre une piste qui est, pour les uns, tabou, et puis pour les autres qui disent, pleine d'espoir. Il y a une espérance qui est en train de naître. Comme tu le disais, il y a des gens qui veulent vivre quelque chose d'autre, mettre de l'amour, mettre de l'humanitarisme, mettre des choses comme ça. Spontanément, c'est en train de se mettre en place. Et puis on produit. La technologie, la science actuelle nous amène maintenant à pouvoir produire des quantités de choses qui répondent à tous les besoins de l'humanité. Tous les besoins sont possibles d'être, comment dire, il y a la réponse à tout cela. La science, la technologie, l'intelligence humaine a fait qu'on est capable de produire un paradis aujourd'hui sur Terre. On est capable. Et les gens qui voient un peu le présent et le futur là devant leurs yeux disent mais on veut ça. On ne veut plus voir des enfants mourir de faim à tel endroit. On ne veut plus voir des maladies qui foutent en l'air des populations entières. On ne veut plus. On a les possibilités pour. Mais les anciens disent non, oui, ça d'accord, on nous entend, mais il faut que le système reste. Bon, ben là, tout le monde est assez d'accord là-dessus, on va dire. Non, quand même. Non. Le progrès, si c'est moi qui le dirige, oui. Si c'est le progrès pour tout le monde, par tout le monde, non. C'est ce qu'on entend implicitement. Ouais. Les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas libérer le progrès comme ça. Moi, j'ai entendu des chefs d'entreprise me dire « Oh là, la technologie et autres, tel qu'il arrive, il faut qu'on fasse attention parce qu'on va créer des incidents sociaux. Si on met tout le monde au chômage, on va avoir alors on va ralentir la technologie. D'accord. Dans nos usines. Ce sont des responsables d'entreprise qui me disent ça. Bon, alors pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien en fait, donc on sent qu'il y a ce préambule, l'amour. Enfin l'amour, hein, c'est ce que disait, c'est les fameux piliers du paradisme. C'est le quoi, premier pilier. L'amour comme énergie structurante, quoi. C'est ça. Hein, donc c'est ce qui relie. On a, voilà, tu nous as expliqué cela avec cette notion par rapport à la place de l'être humain, la place de l'humanité, cette règle qu'il y aurait, enfin qu'il y a, hein, oui, elle est là. dans l'univers, par rapport à ça, une civilisation ne peut évoluer si elle reste, si elle n'est pas dans cette dynamique d'amour, quoi, en fait. Absolument. Donc ça c'est le pilier.
Le deuxième, ça serait quoi? Tu parlais de progrès, Ben, de c'est le progrès. scientifique. Un progrès, ça sert à quoi? Ça sert à apporter du bien-être. Sinon, c'est pas un progrès. Le progrès doit servir à apporter du bien-être. Pour qu'il y ait du bien-être partout, il faut qu'il y ait une abondance. Il faut qu'il y ait suffisamment pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors aujourd'hui, il y a du progrès déjà. Le progrès technologique, l'informatique, les sciences médicales, enfin, l'espace, l'ingénierie génétique, le progrès, il y est. Et l'abondance aussi. Elle est là, l'abondance. Mais elle n'est pas pour tout le monde. Ah, Et donc là, c'est une décision politique. c'est une décision politique. D'accord. Et financière, économique. Parce qu'on préférera créer, comment dit-on, la rareté. On préfère dire c'est rare, donc c'est cher. Ouais, mais alors là, il y a l'aspect économique. Et politique. Hein, puisque Politique et économique. Ouais. On crée la rareté pour faire générer des bénéfices avec, pour pas le... Bon, mais ça, c'est... OK. Alors que on pourrait produire et redistribuer. Puisqu'on est capable de produire. On a de la main-d'œuvre spécialisée, tant qu'on n'a pas les robots adéquats. Ouais. On a des outillages fantastiques qui sont là pour nous aider à produire tout ce qu'on veut. On a les matériaux dans le sol partout qui sont là. Mais là encore, il y a l'économie financière et politique qui fait que, si tu veux des matériaux de chez nous, il va falloir que tu fasses des échanges ou bien de la politique. Et puis, on est encore une fois dans du commerce. Donc ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a du progrès, mais ce progrès pourrait apporter beaucoup plus à l'humanité aujourd'hui, sortir l'homme du travail quelque part. Parce que là, si on fait cette émission, c'est que c'est bientôt le 1er mai, là, la fête du travail. La fête du temps libre. Voilà, la fête du temps libre. C'est pour ça que c'est volontaire. La fête du travail pour tout le monde et la fête du temps libre. Et du coup, on fait ce podcast exprès à ce moment-là pour mettre tout cela en perspective. Parce que quand on regarde, il y a un site internet du Paradisme, oui. C'est paradisme.org. Donc vous verrez tout ça dans la description de la vidéo. On voit souvent l'homme libéré du travail, un monde sans travail. C'est-à-dire que demain, l'homme ne travaillera plus dans la vision que tu as, la vision de la philosophie raélienne, la vision de cette civilisation-là de plus de 25 000 ans. Eux, sur leur planète, de plus de 25 000 ans, il n'y a plus de travail. Plus personne ne travaille. C'est une civilisation du plaisir. D'accord. De l'épanouissement, de la créativité. Donc c'est ce modèle, en fait, que tu proposes. C'est pas le modèle que je voudrais, c'est naturellement la suite logique de notre existence. Non, mais on le voit. Oui. Même chez nous en France, enfin dans les pays occidentaux, le tertiaire qui se développe. Enfin, il y a plein de choses. On le voit. Les robots remplacent de plus en plus. On est entouré de robots aujourd'hui. Énormément. Puis il y a l'intelligence artificielle qui vient se greffer là-dessus, qui va être un assistant puissant pour l'être humain, puisqu'il sera à ses côtés pour pouvoir discuter avec, et puis échanger et construire des choses avec. D'accord. Chaque individu aujourd'hui sera capable, avec sa petite ordinateur, son téléphone, de parler à son intelligence artificielle. La sienne, elle est au service de tous, mais elle est suffisamment fragmentée pour que chaque individu puisse avoir sa part d'intelligence artificielle. Donc là, du coup, on voit vraiment une différence et un discours que l'on ne trouve pas ailleurs, en termes de politique, en termes de sociologie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les hommes politiques, ceux qui gouvernent, en fait, ne cessent de dire on va vous trouver du travail, mais en fait, c'est une illusion, quoi. Parce que l'idée, c'est pas de trouver du travail. L'idée, c'est de libérer l'homme du travail. En fait, ça rejoint ce que disait Coluche. Ce qu'on veut, c'est pas du travail, c'est de l'argent, quoi. C'est ça. Les gens, ils veulent pas de travail, ils veulent de l'argent. Et le jour où il y aura suffisamment de robots qui prendront tous les postes de travail, il n'y a plus d'argent. D'accord. Ça, on va en venir, parce que c'est pas de l'argent qu'on veut, en fait. Ce qu'on veut, c'est être heureux. C'est du temps libre. Et avoir de l'abondance et avoir tout. Mais oui. Mais ça rejoint un peu, aussi un petit peu les textes des droits de l'homme, quoi. Les premiers articles des droits de l'homme, où tout être humain a droit à un toit, se loger, se nourrir, se vêtir, et puis... Tout Maslow, toutes les 3 premiers étages de la pyramide de Maslow doivent être servis par le progrès. D'accord. Miam miam, manger, avoir un toit pour ses... Mais est-ce que tout le monde peut manger? Aujourd'hui, on est 8 milliards d'êtres humains. Demain, on sera je sais pas combien. Le jour où on va commencer... Il faut peut-être une régulation de la population. La régulation, c'est par l'amour. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'amour? Faire en sorte que l'autre soit heureux sans attendre quelque chose en retour. D'accord. C'est ça. Alors, explique-nous le lien par rapport à... Eh bien, moi, humain, je viens au monde. Il y a des gens qui m'ont aimé, qui m'ont fait grandir. Maintenant que je suis grand, adulte, à mon tour de participer à la vie sociétale et puis d'apporter aux autres
mon intelligence, D'accord. ma sensibilité, ma créativité. Apporter ta contribution pour le développement de la société. J'ai pas besoin d'argent. Ouais. J'ai pas besoin d'argent. Aujourd'hui, si on voulait, là c'est vraiment de l'utopie, là l'utopie rêve. Ouais. Si on voulait aujourd'hui, on pourrait dire tous, je vais faire mon boulot là. Il est 8 heures le matin, mon engagement c'est d'aller à l'usine là-bas faire tel travail parce que c'est utile. Ouais. Mais je ne demande pas de salaire. Je vais faire mes 8 heures. Je rentre à la maison, en passant, je passe au magasin, je vais m'approvisionner, je me sers, et il y a des gens qui sont là, qui font leur travail, qui me servent. Il y a des camions qui arrivent et qui livrent la marchandise au magasin, ils font leur travail, personne n'est payé. Tout le monde produit, apporte, distribue. Donc c'est un monde sans travail, sans argent, et un monde d'abondance en fait. Mais c'est un monde d'abondance. Aujourd'hui, si on n'avait pas ce foutu argent qui nous pilote, parce que c'est vraiment l'argent qui nous pilote, qui pilote notre vie, si on n'avait pas ça, si on avait un autre état d'esprit, en disant je suis responsable de ma part d'activité. Pas besoin d'argent, moi. Okay. Si j'ai au magasin, je peux aller chercher mon pain, mon vin, mon fromage, mes habits et autres, puisque ça a été produit par d'autres qui ont le même état d'esprit que moi, plus besoin de pognon. Mais donc, bon, on n'en est pas là. Ça ne peut pas arriver comme ça en claquant des doigts. C'est un état d'esprit, il faut quelques siècles pour que ça se mette en place. Ça ira plus vite avec les robots qui vont venir prendre le boulot. Ok. Donc pour bien, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, pour bien situer les choses par rapport au paradigme, là, ce modèle de société qui est proposé par le mouvement raélien, par la philosophie raélienne, encore une fois, proposer c'est un grand mot puisque c'est un héritage. C'est un héritage et puis c'est ce modèle, en fait, c'est le modèle dans lequel vit cette civilisation extraterrestre qui a 25 000 ans d'avance. Il y a ces 5 grands piliers, donc l'amour, le progrès scientifique, le partage, on va parler du partage maintenant, la guidance dont on parlait tout à l'heure, et puis le bonheur. Alors, on a parlé de l'amour. Alors, l'amour, on a parlé du progrès scientifique. Au niveau du progrès, il y a cette valeur forte, enfin cette image forte qui est donnée par le paradigme qui fait qu'il n'y aura plus de travail grâce au progrès. C'est ça, hein, oui, l'homme, plus de travail. Oui, on n'a pas tout dit. Là. Toutes les technologies qui sont là et qui vont encore se développer, on a les robots, on a l'intelligence artificielle, on a les nanorobots. Tiens, un exemple, les nanorobots. Pour ceux qui nous écoutent, Jean-Pierre Saunier, il est en face de moi, il est vraiment en chair et en os. Hein. C'est pas une intelligence artificielle qui parle. Mais bon, peut-être demain, on pourra interviewer. Déjà, on peut aujourd'hui. On peut déjà aujourd'hui interviewer. J'ai fait une interview avec mon intelligence artificielle, on dit ChatGPT, sur un sujet, et il m'a amené des quantités d'éléments. Oui, bien sûr. Il est allé puiser dans toute la société. Ce qu'on est en train de vivre, c'est magnifique. On vit quelque chose de fantastique. Alors, je t'ai coupé, vas-y. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, on a une anecdote qu'on va vivre dans les 10 ans qui viennent, même pas. On va au magasin aujourd'hui pour chercher son alimentation. Ouais. On a des nanorobots qui existent. Ouais. En médecine, en autre discipline. Les nanorobots, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, la nanotechnologie, c'est extraordinaire. Hein. C'est des robots à l'échelle de l'infiniment petit qui viennent réaliser des prouesses extraordinaires. Comme des petits microbes, un petit peu plus forts que des microbes. C'est d'une perspective extraordinaire. Imaginez, allez, vous êtes chez vous. Au lieu d'avoir un four micro-ondes à côté sur votre paillasse de cuisine, vous avez un assembleur. Ouais. Un assembleur qui est là, qui lui a la capacité d'avoir des programmes pour que vous assembliez ce que vous voulez. Ouais. C'est-à-dire des atomes qui vont fabriquer ce que vous souhaitez. Ouais. Un beefsteak, une cuisse de poulet. Alors là, c'est intéressant que tu parles de ça. Une betterave, ce que vous voulez. Ouais. Il est chez vous, sur votre paillasse, et vous avez cet assembleur d'atomes qui est là, et en fonction des programmes que vous lui demandez, il va vous fabriquer ce que vous souhaitez. Pour ce faire, les nanorobots, allez, on va imaginer, hein, c'est juste un dessin là, un tuyau qui part de cet assembleur là, et qui descend dans le sol. Vous programmez une charge de nanorobots qui vont chercher la matière, les atomes nécessaires pour fabriquer, c'est dans le sol, hein, tout est dans le sol. Et ces nanorobots sont programmés pour aller chercher cette matière. En médecine, aujourd'hui, les nanorobots prennent un médicament et vont le mettre à l'endroit précis dans le corps humain pour soigner. Les perspectives, elles sont énormes quand on voit aujourd'hui. Donc, si on est capable de prendre des nanorobots pour aller porter une molécule à tel endroit, on peut demander aux nanorobots d'aller chercher une molécule et la ramener. Les nanorobots ramènent les molécules nécessaires pour fabriquer un beefsteak. D'accord. Donc là, on est en plein scénario de science-fiction, quand on voit dans ces films. Alors,
Là, tu vas te heurter à une objection, quoi. Tu sais, c'est... Alors, ok, là, par exemple, tu fais ton steak de bœuf, t'as plus besoin du bœuf, t'as plus besoin de la vache, t'as plus besoin de plus rien, en fait, quoi. Tu parles de la Donc, matière inanimée il y a un pan de, pour en il y faire a un pan de profession qui s'effondre, c'est Ouais. l'éleveur. Et ouais. Un éleveur, lui, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui prend un bétail, le met dans un parc, la bête mange de l'herbe qui vient du sol, hein, qui prend de la Mais matière moi, dans le Jean-Pierre, sol. moi, je suis petit-fils d'agriculteur, mes grands-parents, ils faisaient des moutons. On était content d'élever son mouton. Mais Et puis, ça ne ensuite, t'empêche pas d'élever des moutons pour ton voilà, plaisir. c'est la réponse que j'attendais. L'un n'empêche pas l'autre. Non, Et c'est ça souvent que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, les gens qui sont pour le progrès, là, c'est pas un progrès imposé à tous, quoi. non. Le fait de manger ce steak là, issu de la matière inanimée comme ça sera pas imposé. Si le gars il a envie d'élever sa vache et son bœuf, il le mais fait. absolument. C'est la liberté. Donc la liberté, c'est important aussi, la Ah, liberté. Mais il faut qu'elle soit totale, Mais ouais. hein, dans le respect donc de la société, de l'individu, de soi-même. Mais La ouais. liberté doit être là. Mais les progrès, Mais qu'on par le contre, veuille c'est ou non, magnifique. sont Moi, là. par exemple, j'adore les langoustes. C'est hyper compliqué, toi, les langoustes, c'est super cher. Alors que là, Donc tu veux dire que demain, je suis chez moi, à Paris, dans mon petit appartement, là, et grâce à la technologie, je me programme une langouste. et tu as ta langouste dans Tiens. ton assembleur. Bon, mais voilà, ça parle. ça parle aux gens. Mais ça, c'est Mais non, mais c'est en ouais, train de se. eh ouais. Aujourd'hui, Eh ouais. c'est en train d'être étudié pour pouvoir être réalisé. Hmm. Dans les 10-15 ans à venir, je pense, avec, comme on est entré dans l'ère de la singularité, où la science se multiplie, Ah ouais. se multiplie, se multiplie, eh bien, dans les 10-15 ans à venir, ces nanorobots dont je parle, et ces nano-assembleurs, vont réaliser D'accord. toute la Boostify dont on a besoin, la paire de chaussettes qui est trouée, ben, on va la changer, et ça sera le nano-assembleur qui sera bien sûr. spécialisé là. Mais en fait, quand on t'écoute parler du paradis, tout ça, on se rend compte qu'en fait, tout ça, le projet est déjà en place. Mais oui, Et quoi qu'il arrive, on va y arriver, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. qu'on Donc, soit raélien ou pas. donc c'est une sorte de prophétie, enfin une prophétie, c'est une sorte de perspective. Mais Quoi. qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Tu vas me le dire. C'est ni plus ni moins en fait une perspective qui est annoncée. D'accord, ouais. Une prophétie, c'est une perspective qui est annoncée à partir de quoi? D'éléments existants. Donc le paradisme, en fait, c'est une perspective. On vous donne, voilà, quoi, un petit voyage dans le temps. Que sera l'humanité dans combien d'années? On est dedans. On est déjà dedans. On est dedans. déjà dedans. On a mis les pieds dedans. On commence à rouler. Là, ça y est, ça commence. Qu'on le veuille. Donc on rentre dans un monde avec de plus en plus de progrès. On rentre dans un monde. On est déjà dans un monde où il y a de moins en moins de travail. Et d'abondance. On rentre dans un monde de plus en plus d'abondance. Mais ça, c'est vrai, hein, quand on regarde aujourd'hui tous les services qu'on a. Il y a de plus en plus de gratuité. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à plein de choses. Enfin, il y a tellement de. Et on n'en est qu'au début. Et on en est qu'au début. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Mais par contre, il y aura quand même le besoin d'un petit coup de pouce, enfin d'une intention politique, d'une intention des dirigeants. Alors, ça sous-entend qu'il va politique et financière, quoi. Il y a surtout quelque chose qui est important, c'est que dans l'esprit des humains, tous compris, les riches, les moins riches, les pas riches, tous compris, il faut qu'on commence à dire, il y a l'abondance. Il faut qu'on la répartisse. D'accord. Qu'on Le la- partage. qu'on Le partage partage des tout ressources. Parce que, alors c'est ça peut pas. Alors ce qui est paradoxal aussi, c'est que il y a de plus en plus une grosse partie de la richesse mondiale qui est détenue par une 10% de la toute population. petite minorité. Et cette partie qui est détenue devient de plus en plus grosse, et la partie qui la détient est de plus en plus petite. C'est ça. Donc ça, il va falloir que ça pète un jour. Ah ben, ça va nécessairement, ça va tomber de par la force des choses, parce que ceux qui ont la grande fortune, à un moment donné, quand ils vont commencer à vouloir produire le plus économiquement possible avec les robots, vont avoir des quantités de robots qui produisent, plus d'ouvriers, plus de salaires, et les stocks vont être Mais ouais, gorgés de matériel qui ne peut pas être vendu. Ah, il y a un problème là. d'accord. Par la force des Bon, mais choses. ça, c'est ce qui s'est passé avec les télévisions, avec les ordinateurs. Au début, c'était accessible que par des gens très riches, ultra riches. Et au fil des années, ça se démocratise. Ça se démocratise. D'accord. Et là, ça se démocratisera très vite parce que justement, la singularité fait que toutes les connaissances et les technologies arrivant dépassent, je dirais, le mental de l'individu. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, parce que ça, c'est un concept de malade, la singularité.
en une phrase. Est-ce que tu peux nous expliquer la singularité? C'est le fait que la science, la connaissance scientifique, technologique, se multiplie dans le temps, on va dire par le double. C'est-à-dire que si là on a mis 2 ans pour pouvoir fabriquer tel truc, aujourd'hui on le fera en 1 an. Et au niveau de la connaissance, c'est la même chose. Là, au niveau de la connaissance. Et puis ensuite, cette même chose qu'on vient de faire en 1 an, on va la faire l'année suivante en une demi-année. Et puis l'année d'après, ça sera Ça voudrait dire, mois. par exemple, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pour donner une image pour ceux qui nous écoutent. Par exemple, dans l'année 2024, on a peut-être découvert et fait autant que les 2 siècles derniers. Exactement. Et plus le temps passe, plus cette fenêtre se réduit. Se réduit en temps, mais en grossissement de connaissances et de production, ça se double aussi, ça se multiplie. Et la singularité, c'est le fait qu'un jour, on va arriver en une journée à découvrir tout ce qu'on a découvert. Après, ce sera en 1 heure, puis en 1 seconde. C'est ça. C'est un truc de malade. Ça, c'est un concept complètement dingue. Mais on regarde et on y arrive. On regarde l'intelligence artificielle. Ouais. Un étudiant met 5 ans pour aller faire son diplôme. Non, mais bien sûr. Et là, aujourd'hui, il appuie sur le bouton, il pose des questions à l'intelligence artificielle qui va lui donner des réponses en quelques secondes, plus précises que le meilleur des profs qui existent sur la Terre. C'est-à-dire qu'un étudiant aujourd'hui, s'il travaille avec l'intelligence artificielle, il va se faire son baccalauréat en partant de 10 ans, d'âge de 10 ans. Au lieu d'attendre ses 16 ans pour avoir son bac, eh bien, il l'aura en 1 an. Ouais, rapidement, bien sûr. Ouais. Puis j'ai vu que c'est l'an dernier, je crois, en 2024, on a atteint le point où l'intelligence a pris connaissance de toute la connaissance de l'humanité. C'est ça. Tous les livres, toutes les découvertes, tout. Ce point a été atteint en 2024 dernier. C'est extraordinaire. Mais c'est là où il faut comprendre que ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus puissant, et aussi de plus en plus réducteur en travail. Ouais. Parce que toute cette intelligence et ces robots-là prennent de plus en plus la place des humains, qui se retrouvent shootés sur le côté. Ouais. Quand le système social permet encore d'avoir une assurance chômage ou autre, c'est bien. Mais il y a des endroits où ça n'existe pas. Plus des 2 tiers de la planète n'ont pas cette assistance. Et on en est là aujourd'hui. L'Oxfam commençait à dire, avant 10 ans, il y aura 50% de chômeurs. 2 ans après, il y aura 90% de chômeurs. D'accord. Dans 12 ans, il y a 90% de chômeurs. D'accord. Donc ton modèle économique, c'est du chômage, quoi, partout. Mais c'est bienvenu, à condition. Mais c'est ça qui est génial. En fait, le paradis, on change de lunettes. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les médias, les journaux, les radios, beaucoup d'influenceurs également, quoi. On nous fait flipper avec ça, quoi. Dernièrement, il y a eu un reportage sur l'intelligence artificielle, les premières victimes de l'intelligence artificielle, tout ça. En fait, il n'y a pas de vision enthousiasmante, il n'y a pas de vision, positive de tout cela, alors que c'est très positif. L'humain, aujourd'hui, il est formaté pour exister s'il a du travail. S'il n'a pas de travail, il n'existe pas dans la société. Or, l'avenir de l'humain, c'est de ne plus jamais avoir de travail. Travail, trépalium en latin. Ouais, mais là on sort d'un... Instrument de torture. Ah ouais, alors ça c'est important. Travail, tu peux répéter? Trépalium. Trépalium en latin. Instrument de torture. Voilà. On doit quitter absolument cet état. Donc du coup, le modèle, qu'il est plus trop aujourd'hui, travail, famille, patrie, c'est un petit peu remplacé par le fait de penser, créer, s'épanouir. Et penser, créer, s'épanouir, entendre, comprendre, aider, donner. C'est ça aujourd'hui. Donc le paradisme, l'amour, le progrès scientifique, le partage des ressources. Il y a un autre pilier dont on va parler. Je voudrais juste dans le partage, il faut ajouter une chose. Le partage, c'est pas que le pognon. C'est pas que c'est la connaissance. C'est les arts. C'est tout ce que l'humain produit qui doit être partagé. C'est pas que simplement de la matière pour remplir le ventre. Le partage. Alors c'est marrant parce que quand tu dis ça aujourd'hui, on le vit un petit peu avec les arts, la musique,
On est déjà dans le partage avec Internet, on le voit, quoi. Les créations, d'ailleurs, ça, les maisons de disques, par exemple, pour la musique, ça les rendait dingues, quoi. Tu vois. Mais ça veut dire, on peut plus tout contrôler. On est déjà un petit peu là-dedans, quoi. Mais l'abondance est là. C'est pour ça que tu vas dire, l'abondance est déjà là. Le partage de la connaissance, aujourd'hui, tout ce qu'on a sur YouTube, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Qu'on reconnaît, c'est des gens qui amènent quelque chose et on leur met un brevet. Oui. Ah ouais. Mais c'est pas un brevet financier. Ah ouais. Ça ne devrait plus être ça. D'accord. C'est un brevet. On t'a reconnu comme étant l'homme, ou la femme qui a trouvé cette chose. Il bon, faut c'est super. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, posez vos questions, mettez des commentaires, donnez-nous vos avis par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, parce que moi je trouve ça passionnant, mais peut-être que vous pensez différemment, mais c'est toujours intéressant d'avoir les avis de tous ceux qui nous écoutent. Donc le paradisme, les 5 piliers, on voyage, hein. Qu'est-ce qu'on voyage? L'amour, les progrès scientifiques, le partage des ressources. Et là, il y a une notion importante, la guidance. Alors là, moi je voulais qu'on parle d'un truc. Pour ceux qui connaissent pas le mouvement raélien, ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais ceux qui connaissent de près ou de loin, la guidance géniocrate, quoi. Ce fameux, hein, quand on regarde les livres qu'a écrit Raël, la géniocratie, le génie au pouvoir. Parle-nous de ça, quoi. La guidance géniocrate, c'est quoi, quoi? On va commencer par l'humanitarisme, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'humanitarisme? C'est aimer l'humanité. Pas rien. Aimer l'humanité. Hein. C'est aimer l'humanité. Vouloir son bien. Vouloir son bien. Ça, c'est la première des choses. On retombe sur le premier pilier, l'amour. Encore faut-il définir ce qui est bien pour l'humanité ou pas. L'humanité, c'est ce qui apporte quelque chose, on va dire le beau, le bon, le juste, le vrai. Si on a déjà ces 4 éléments-là, on a déjà bien avancé. Puis ensuite, c'est le don. On va amener, donner, répartir, partager. La notion de partage précédent qui est là pour justement faire que l'amour soit toujours là. Donc, l'humanitarisme, c'est la dalle de béton sur laquelle on s'appuie. Géniocratie. C'est quoi la géniocratie? La géniocratie, c'est le contraire de la médiocratie. D'accord. La médiocratie, c'est mettre la participation de la compréhension, on va dire politique, puisqu'on est dans le monde politique, médiocre, moyenne. D'accord, la moyenne. La moyenne. C'est pas insultant. Hein. Qui n'est pas péjoratif, voilà, c'est pas insultant, c'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est la moyenne qui décide. Médiocre, c'est votre doigt, le médium, c'est celui qui est au milieu entre les deux autres. C'est le milieu. Le milieu, ça veut dire, c'est comprendre les choses, pouvoir faire des choses, mais pas nécessairement tout comprendre et tout pouvoir faire. C'est faire ce que je peux faire. On est dans la juste humilité. La médiocratie, c'est vous me proposez quelque chose, je ne comprends pas tout, mais je vous fais confiance. D'accord. Oh, je fais confiance. Mais à qui je fais confiance? À quelqu'un qui est médiocre, c'est-à-dire qui est comme moi, ou c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup plus de talent que moi? Bon, la démocratie, c'est une sorte de médiocrité. La démocratie, non. La démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est donner à un groupe la possibilité d'entendre, de comprendre, et de choisir et de décider. Ouais. C'est ça. Okay. À la majorité. À la majorité. Mais, encore faut-il que, si on ne veut pas échouer dans nos choix, c'est-à-dire que dans la démocratie, des gens sont influençables, influencés, ne comprennent pas toujours tout, comprennent très bien, sont capables de comprendre et de faire, et autres, il y a tout ça. Mais il y a des pourcentages, là. On va parler d'intelligence. Intelligere, c'est ce qui est capable de relier les choses entre elles. Ouais. Les gens qui sont capables de relier bien les choses entre elles, en moyenne, on va dire coefficient 100, eh bien, c'est une bonne partie de la population, c'est-à-dire 25 à 40% de la population. 50, allez. D'accord. On va mettre 50%. 50% de la population planétaire est capable d'entendre, de comprendre et de dire oui, on peut faire ça. Et le reste? En dessous, il y a des gens qui disent je comprends pas tout, et puis ne comprenant pas tout, je me désintéresse, j'en ai pas envie, j'en ai rien à foutre. Ou bien l'autre là-bas il a dit ça, je vais faire comme lui. Ça c'est
une partie de la population qui est en dessous de cette moyenne. Puis il y a l'autre côté de gens qui disent « Ah, ce qu'on est en train de vivre là, ça mérite quand même des solutions parce qu'on est dans telle situation, et c'est pas confortable, c'est pas bon, il faut qu'on change les choses. » Ouais, mais il faudrait quand même qu'on trouve des gens qui soient capables de changer les choses. Cette frange de la population, ce sont des gens qui ont une jugeote qui savent voir, regarder, comprendre et estimer que ça mérite des changements. Toute la population n'a pas cet état d'esprit. D'accord. Et ça mérite des changements, mais qui pourrait faire? Ben nous, on va tenter de faire. Ouais, on va le faire, mais il y a les échecs. Mais il n'y aurait pas des gens dans le public, dans tout ça, qui, eux, sont doués pour faire ces choses-là? Ben si, il y a Tartampion, machin, là, il a prouvé des tas de choses, lui, on pourrait quand même lui demander. Tu peux, ben oui, tu connais des gens comme toi. Oui, je connais des gens comme moi qui sont capables de faire. Voilà. On vient d'avoir la population planétaire. Et la gynéocratie, c'est quoi? C'est le fait de mettre les plus doués à la décision, quoi. C'est ça? Ah non, à la production. À la production. À la production. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'avoir entendu les messages, d'avoir entendu l'état des lieux, les insatisfactions, les satisfactions, et puis ensuite de dire il faut des solutions. Et maintenant, on est capable de faire des solutions, nous? Oui, on est capable de faire des solutions. Mais concrètement, comment ça se met en place? Ben là, il faut que ça soit démocratiquement, médiocratiquement accepté. Que tout le monde soit OK avec ça. Tout le monde soit accepté. Ce qui est curieux, c'est que tout le monde accepte déjà ça implicitement. Je suis dans une famille. J'ai mes enfants, ma femme, mes parents qui, eux vivent normalement. Puis d'un seul coup, il y en a un qui est malade. Oh la vache, et puis en plus, il devient de plus en plus malade. Puis on me dit, c'est très grave. Pour ça, il faudrait voir des spécialistes pour qu'ils puissent vous aider à sortir de là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez mettre tous les moyens en place pour pouvoir aller chercher le spécialiste qui vous sauve la personne qui... D'accord. On n'hésite pas un instant à être élitiste, là. Ah ouais. Aller chercher le meilleur des meilleurs pour sauver. Ah ouais. Une humanité comme la nôtre est très malade. Elle est très malade, puisqu'elle est proche de l'autodestruction. Il est grandement temps aujourd'hui d'aller chercher les gens... Les plus compétents. Les plus compétents et les plus libres. Les plus compétents et les plus libres d'esprit. Qui ne soient pas engagés dans des systèmes techniques, scientifiques, à caractère financier, politique et autres, qui soient libres. Et est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de mettre cela en place? On a déjà des outils qui nous permettent... J'ai fait une partie de ma vie, moi j'étais chargé de recrutement de cadres supérieurs pour des usines à un moment donné. On ne recrutait pas n'importe qui. On avait déjà des tests de base sur une intelligence de base pour savoir qui était la personne qu'on avait en face de nous. On avait suffisamment d'éléments pour comprendre le parcours que la personne avait fait, ses réussites et tout cela. On n'avait pas encore les moyens à l'époque d'aller chercher dans le cerveau les zones du cerveau, étudier les zones du cerveau de l'intelligence et de l'amour. Mais vous le faisiez. Mais on le faisait. Un candidat aujourd'hui dans la politique ne doit pas simplement arriver comme ça avec l'argent, avec le pouvoir d'autres personnes qui ont intérêt à ce que ce candidat soit en place. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. On a des groupes financiers d'aisance très forte qui mettent des gens en place. En France, par exemple, on a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, au très haut niveau, qui ne sont en fait que des pantins de groupes financiers. Non, fini ça. Un candidat qui veut se présenter à une élection municipale, départementale, nationale, mondiale, c'est quelqu'un qui doit d'abord passer des tests. D'accord. Mais aujourd'hui, la science, on en a... Enfin, concrètement... Aujourd'hui, on est incapable de mesurer... Il me semble qu'on n'est pas encore au point aujourd'hui par rapport à ça. On n'est pas biologiquement capable encore d'aller chercher dans le cerveau. Donc c'est une perspective. C'est une perspective, mais on a déjà des outils de recrutement. Or, aujourd'hui, nos cadres de gouvernement ne passent absolument pas d'épreuves de recrutement. Bien sûr. C'est le bagou, c'est le pognon, c'est l'influence qui fait qu'on nous présente des candidats. Et avec un blabla phénoménal, on nous le fait mettre au pouvoir. Et encore au pouvoir avec 29% de la population qui a voté pour lui.
parce que les combinaisons mathématiques des élections fait qu'une personne qui a un tout petit morceau comment dire, d'accord de la population devient président de la République. Attends, il y a un problème là. Hein? Non. Tout candidat de la municipalité jusqu'à la présidence d'un pays ou la présidence d'un futur collège de guidance mondiale se doit d'abord passer des épreuves qui vont nous permettre de dire il est apte à la candidature. Apte à la candidature. Ensuite, c'est son programme qui fera qu'il sera élu ou pas. Ok. Ça change tout. Ça change tout. Donc la guidance géniocrate, en fait, c'est le fait de mettre les gens les plus compétents aux manettes, quoi. Et les plus humanitaristes. Et les plus c'est les gens qui humanitaristes, aiment l'humanité. Parce que quand on aime l'humanité, on ne va pas faire la guerre à un pays à côté. On va tâcher de discuter, faire en sorte qu'il n'y ait jamais de conflit violent. Qu'il puisse y avoir des divergences, oui, c'est tout à fait naturel. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, comprendre le sens, à quoi sert l'homme, à quoi sert l'humanité, la place de l'humanité dans l'univers, tout ça. Donc la géniocratie, on va l'appeler comme ça, c'est mettre les individus, hommes, femmes, les plus aptes à pouvoir entendre, comprendre, rallier, amener des compétences pour pouvoir faire et décider. Ok, ben ça fait sens, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. On peut être quelque part d'accord de mettre les gens les plus compétents. La démocratie, elle ne viendra, enfin la géniocratie ne viendra que démocratiquement. Et ensuite, dans ce que nous préconisent les Elohim, ils nous disent tout le monde n'est pas apte vraiment à porter un jugement de vote vraiment adéquat. Ouais. Donc, si possible, faites au moins 3 groupes. Les gens qui sont des demandeurs, c'est toute la population. D'accord. Elle a ses envies, ses besoins, ses attentes et autres. Ouais. Toute la population planétaire a tout cela. Donc, elle doit demander. Elle doit être demandeuse, elle doit être satisfaite, elle doit dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. D'accord. Ça, c'est important. Il faut que la communication du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut puisse s'exprimer. Ok. Donc ça, c'est la majorité. C'est la majorité. Dans cette majorité, il y a des gens qui peuvent dire, il y a des choses, on comprend qu'il nous faut ça, 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 et puis ce qu'ils nous présentent là-haut, c'est correct. C'est cohérent, ça a du sens. Ceux-là, on va leur dire, vous êtes aptes à aller voter. D'accord, ok. C'est-à-dire représenter toute la population qui est à côté de vous, qui ne peut pas voter, mais soyez à l'écoute de leurs attentes, de leurs besoins. Tout cela de manière à être les porte-paroles, que chaque individu qui est apte à voter soit capable d'être un porte-parole de la population qui ne peut pas voter. D'accord. Et à ce moment-là, cette population-là qui peut voter veut a l'aptitude de pouvoir aller aux urnes et apporter leur voix. Au-dessus de ça, il y a des gens qui sont capables d'apporter des solutions, d'apporter de la créativité, d'avoir l'imagination adéquate, l'intelligence adéquate, créatrice et gestionnaire. Ces gens-là, ils auront une note un petit peu plus haut et ils pourront être dans la catégorie des gens qui seront éligibles. D'accord. C'est-à-dire qu'ils passeront des épreuves pour savoir s'ils peuvent être à la place donc des gens qui produisent des choses, dirigent des choses, orientent des choses. Donc ça, c'est le modèle politique de cette civilisation. Oui, tout à fait. Depuis 25 000 ans. Et qui ont vécu les mêmes choses que l'humanité vit, qui sont passés par différents types d'organisations de société. Parce que tout le monde participe. D'accord. Ah ouais. Il y a des gens qui expliquent les besoins, les attentes. Il y a des gens qui comprennent ces choses-là et qui disent, bon, on va être les porte-paroles. Et puis on va amener, on est à même de pouvoir le faire. Et puis il y a des gens qui disent, bon, ben, on a compris les demandes, on va faire tout ce qu'il nous faut pour rassembler les moyens pour que l'abondance existe à ce niveau-là. D'accord, ok. Ah, super. Il n'y a pas de séparation. Il y a simplement des niveaux de responsabilité. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on pourrait en prendre le chemin. On voit pas trop, il y a pas trop. Est-ce qu'il y a des signes aujourd'hui qui nous montrent qu'on en prend le chemin? Pas trop encore. Je n'en connais pas beaucoup. Voilà. Parce que le pouvoir est tellement attractif pour certains qui ne veulent pas lâcher. Mais en tout cas, c'est une vision qui a du sens et qui fait sens, quoi. Et on comprend pourquoi. Un peu de la même manière que voilà. L'être humain, c'est le cerveau qui pilote, en fait. Quoi. Oui, c'est pas les deux pieds. Hein.
Si ma main me prend le verre, elle va pas demander l'avis au pied, quoi. C'est mon cerveau. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est Voilà. exactement ça. Bon, mais ok. Alors du coup, le paradis, il y a un dernier pilier. Alors ce pilier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Toi, vous l'appelez le bonheur, là, les promesses du bonheur, le bonheur collectif. Quelque part, ça, encore une fois, ça fait sens. On peut pas dire le contraire. Ça fait sens. C'est évident que s'il y a plus d'amour, s'il y a plus de progrès, s'il y a du partage, et que la société est gouvernée par les plus compétents, mais forcément, les gens seront plus heureux. Non? Ben non, parce que le bonheur, c'est quelque chose qu'on construit soi-même. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. D'accord. Alors, pourquoi dit-on bonheur? Ouais. Eh bien, tout simplement parce que chaque individu recherche le bonheur, cherche à construire son bonheur. Dans une société comme la nôtre, c'est très difficile de pouvoir construire son bonheur. Il faut un état d'esprit très fort pour dire, quoi qu'il m'arrive, je reste heureux. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on en arrive là? Le bien-être. Alors, qu'est-ce qui nous apporte le bien-être? Le bien-être, c'est la société et tout son ensemble. D'accord. La science, la technologie, le progrès, une bonne orientation de la société, une bonne gestion de la société, de l'amour, l'abondance qui est bien partagée. Là, d'un seul coup, les individus ne vont plus travailler, n'ont plus besoin d'argent, ils ont des lois qui deviennent de plus en plus humaines. Ouais. C'est le bien-être. Et là, j'ai tout mon temps, moi, en tant qu'individu, de penser à moi. D'accord. J'ai tout mon temps pour me réaliser dans ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'avoir de l'activité professionnelle ou autre, parce que l'activité professionnelle ne sera pas enlevée. Il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Il y a des gens qui ont envie de faire de la médecine. Il y a des gens qui ont envie de faire de la sculpture, de la mécanique et autres, de produire des trucs. Tout ça, ça n'est pas enlevé. Il y a la seule chose qu'il y a entre l'activité et le travail, trépalium, instrument de torture, on se torture pour pouvoir survivre, alors que l'activité, c'est le choix de l'individu de faire des choses qui lui plaisent. Bon, est-ce que tu es d'accord si ça rejoint l'épanouissement personnel? Mais c'est l'épanouissement personnel. Qui je suis, quelles sont mes aspirations, quels sont mes choix, quelles sont mes envies. Je me réalise. Et je me réalise. L'autoréalisation. C'est ça. Ouais. Et là, dans ce bien-être-là, je suis dans un climat, dans un espace où il m'est beaucoup plus facile de construire mon bonheur. J'ai plus le ventre vide, j'ai plus la maladie qui me mine, j'ai plus toutes ces choses-là. J'ai un environnement extérieur et un espace intérieur qui me disent « Ouais, Jean-Pierre, allez, qu'est-ce que tu as envie d'être heureux aujourd'hui? Je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être ma journée? » Mais ouais. Mais c'est là, c'est à portée de main. En tout cas, c'est intéressant parce que tu vois, on a commencé ce podcast avec ce mot paradis, mais c'est vrai qu'au début, je disais ce mot qui peut inspirer, qui peut intriguer, qui peut faire penser à de l'utopie. C'est pas évident, mais je pense qu'à travers tout ce que tu as développé, toute cette perspective qui a été amenée, ça permet de toucher un petit peu du bout du doigt là, le fait qu'on est déjà dedans, on est déjà dans ce processus, mais également d'apporter une vision dans le lointain, mais dans le lointain assez proche, dans un lointain assez proche de ce que peut devenir cette humanité, quoi. Et il y a un petit c'est plein d'espoir en fait, c'est plein d'espérance. Et si les Elohim sont venus sur Terre pour nous dire en 1973, bon, vous avez suffisamment de connaissances et suffisamment d'intelligence aujourd'hui pour comprendre ce qu'on va vous dire, vous avez été créé scientifiquement et vous irez créer un jour la vie, hein, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est la porte ouverte vers l'univers infini, vers l'échappée dans l'espace. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis c'est surtout une humanité qui est en train de se construire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des barbares. Nous ne sommes pas encore une humanité. Et les humanités, elles sont là autour de nous, à nous regarder, à attendre. Je suis certain, là je m'amuse, qu'il y a des civilisations entre elles là-haut qui nous regardent et puis qui font des paris, à savoir, vont réussir ou pas réussir. C'est fou parce que quand on t'écoute, on a presque l'impression
tu donnes l'impression qu'en fait l'humanité, c'est comme si elle était en train de naître, alors qu'en fait on n'est pas à l'aboutissement de quelque chose. En fait, il y a eu tout cette sorte de, alors ce préambule qui a été très long, hein, toute l'histoire de l'humanité, depuis des millénaires, ouais, c'est ça. Et que là on est sur le point, le fait de commencer à sortir de son système planétaire, de son système solaire, fait que l'humanité est comme, ouais, c'est ça, elle est en train d'accoucher, on est comme un bébé là c'est ça, qui est en train de grandir et qui va, Xavier, comme tout bébé, il va découvrir la vie. Mais découvrir la vie et puis découvrir d'autres civilisations ailleurs, dans l'espace, la vie ailleurs. Oui. Et pour ça, il faut être prêt, quoi, quelque part. Ben oui. Et le paradisme est une des clés, quelque part. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est la clé de l'enthousiasme. En tout cas, j'espère que pour ceux qui nous écoutent, ça vous aura permis de voyager. Je pense qu'on a bien voyagé, comme rarement on voyage en écoutant des podcasts. Merci Jean-Pierre, merci pour ce moment de réflexion que tu nous as apporté. Il faut prévenir et puis informer tout le monde. En fait, tu as une chaîne, tu animes des émissions. Hein. Oui. Tu peux nous en dire un mot là si on veut t'écouter, il faut qu'on aille sur... Une fois par mois, pour le moment, c'est sur Zoom. Une fois par mois, ouais, sur Zoom. Une fois par mois, c'est le dernier samedi de chaque mois. Mais les gens qui veulent... Alors, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Les Ambassadeurs du Futur. Les Ambassadeurs du Futur, où tu développes tout ça, où tu reçois des invités un peu partout sur divers continents. Si pour le moment, on est en francophonie. Francophonie, d'accord. Donc, le Canada francophone, l'Afrique, d'accord. Le Kama francophone, l'Océanie francophone. D'accord. Bon, on n'a pas encore l'ambition d'être international, mais déjà au moins la francophonie. On a des intervenants, des invités qui viennent de ces continents. Hein, c'est pas juste franco-français, c'est vraiment ouvert. Tous les intervenants qui viennent de tous ces continents, expliquer un petit peu comment ils voient ce monde, avec notre vision bien sûr, et puis ils amènent leurs compétences, leurs qualités et leur vision enthousiasmante de ce que l'on peut fabriquer. Quoi, et puis j'imagine que toutes les émissions que tu as faites, on peut les voir en replay. Elles sont en replay, donc elles sont... Alors on va le mettre dans la description de la vidéo, on va vous mettre le lien, parce que pour tous ceux qui veulent en savoir plus, on les invite à aller sur le site paradisme.org, Paradism. Même. Hein, c'est ça, sans .org. On va mettre dans la description la chaîne Les Ambassadeurs du Futur. Et puis on vous invite à aller bien sûr sur les sites du mouvement raélien, raël.org, Raël francophone, d'aller voir nos différentes... Il y a Raël et France aussi. Bon, tout ça on vous le met dans la description. Puis surtout une chose, que les gens découvrent le message des Elohim. Voilà. Parce que tout ce que je viens de dire... Tout est dedans. Est dedans. Depuis 1973. Tout est dedans. Ils nous ont apporté un message en disant « Vous êtes maintenant capable de comprendre et de reproduire ce pourquoi vous êtes là. » Mais c'est génial d'avoir fait cette émission aujourd'hui, ce podcast aujourd'hui, parce que 50 ans après, ça a été écrit il y a 50 ans, et on se rend compte que ce que Raël a écrit il y a 50 ans, et non seulement est d'actualité, mais plus que jamais d'actualité par rapport à ce que l'humanité est en train de vivre aujourd'hui. Hein. C'est bien pour ça qu'on l'appelle prophète. C'est un prophète. C'est quelqu'un qui révèle ce qui va arriver. C'est ça, quoi. En le démystifiant. Parce que c'est vrai que la philosophie raélienne est loin de ce qu'on pourrait penser quand on entend le mot prophète, religion ou autre, tous ces aspects mystiques. C'est tout le contraire, en fait. Le verbe qui va bien avec le mot prophète, c'est celui qui révèle. Celui qui révèle. Voilà. C'est tout. C'est rien d'autre. Mais tu nous as révélé pas mal de choses dans ce podcast. T'es presque un mini-prophète. Je suis un ambassadeur du prophète. Un ambassadeur du prophète. Bon, c'est top. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous a plu d'écouter cette merveilleuse personne qui est Jean-Pierre Saunier. Et puis, on va te laisser le dernier mot. Un dernier mot, afin de donner envie. Vous voulez être heureux ? Construisez votre bonheur. Et puis aidez la société à créer le climat de bien-être tout autour de soi. Super. Merci beaucoup Jean-Pierre. À très vite. Ciao. Salut à tous. Au revoir.